Comprendre la crise en Ukraine sans se faire manipuler. C'est ce qu'on discute aujourd'hui à Après JC. Donc, j'ai avec moi mon bon ami, collègue, Christelle Lamère-Niambi. Donc, aujourd'hui, on veut juste ouvrir, faire un après, comme on dit, un primer en bon anglais, sur le conflit russo-ukrainien, puis essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce conflit-là est vraiment différent des autres, pourquoi est-ce qu'il nous permet de rentrer dans un nouvel ordre mondial qui va peut-être marquer, enfin, il va probablement marquer une des dates importantes de l'histoire où il y a un avant et un après. Donc, Christelle, bienvenue. Merci, Jean-Christophe. C'est un plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi. Puis je salue les auditeurs et les spectateurs aussi. Donc, pourquoi est-ce que ce conflit-là est différent des autres, Christelle? Qu'est-ce qui est... pourquoi c'est important pour les auditeurs de comprendre qu'est-ce qui se passe? Bon, au-delà du choc, je pense qu'il y a le fait que beaucoup de gens ont été très surpris. C'est un conflit, on l'a dit, on l'a répété. Au jour où on enregistre cette vidéo, ça fait 6 jours que le Mhm. conflit est lancé et il a surpris, il faut dire, beaucoup de personnes, y compris des spécialistes qui observent ce genre de choses. Euh, le fait que c'est un conflit vraiment sur le sol européen, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. C'est un conflit de grande ampleur. Mhm. Il y a eu des guerres dans les années 90 encore sur le territoire européen, dans les Balkans, mais là, c'est vraiment d'envergure. Et puis, plus particulièrement, et je pense que c'est pour ça que toi et moi aussi, on aimerait creuser ça. Bien sûr, c'est choquant de voir tout ce qui se passe sur nos écrans, mais on est en train là d'être des témoins d'un basculement, je pense, dans un monde nouveau. Il y a quelque Mhm. chose de nouveau qui est en train de se produire à l'échelle internationale et qui va impacter notre vie à chacune, à Ouais. chacun, comme Macron l'a dit dans son discours. Et puis voilà, on pense que c'est intéressant de s'arrêter, au-delà des analyses que tout le monde peut voir sur les plateaux de télé, etc., de creuser un petit peu plus loin pour voir tout ce que représente ce conflit, ses racines, là où ça va, puis toutes les répercussions que ça Mhm. va avoir, et ce que ça nous apprend en fait sur notre monde et sur nous-mêmes. Ouais, parce que notre objectif dans ces conversations-là, je veux dire, ni toi ni moi, on est des spécialistes sur la question ukrainienne. On est politologue. Moi, ma spécialisation, c'est en théorie politique. Toi, c'est quoi ta spécialisation, justement? Relations internationales. Relations internationales. Bon, ben, tu es déjà plus expert que moi. Euh, mais en même temps, c'est ça, notre but, c'est d'outiller les auditeurs à se faire leur propre idée, puis à naviguer aussi dans, je veux dire, les prochaines semaines d'actualité qui vont être remplies aussi euh, de nouvelles émotionnelles, de propagande, de manipulation. Donc, comment est-ce qu'on démêle tout ça, puis on se fait une idée qui est juste de la situation? Euh, Moi, je trouve que pour vrai, dans les derniers jours, j'ai vraiment été affecté par la nouvelle du conflit. C'est sûr qu'il y a d'abord euh, par rapport aux images, par rapport aux gens qui souffrent. Je veux dire, la guerre, c'est tout le temps quelque chose qu'on veut éviter. Puis on ne veut pas simplement l'intellectualiser, mais quand même au Mm. niveau intellectuel, au niveau des relations internationales, de la théorie politique, on est vraiment en train d'assister à l'entrée dans une nouvelle période historique. Je veux dire, toi et moi, je suis né en 83. De ma vie adulte, de ma vie consciente, on a toujours vécu dans ce que Francis Fukuyama appelait la fin de l'histoire, c'est-à-dire dans un monde où il n'y avait plus le bloc communiste, où il n'y avait plus la guerre froide, où il n'y avait plus le grand ennemi adversaire aux démocraties occidentales. Bon, on a connu le 11 septembre, mais en même temps, c'était le terrorisme, c'était pas nécessairement des acteurs nationaux, c'était pas un bloc terrible comme l'Union soviétique. Mais là, tout d'un coup, en 2022, on voit réapparaître ce qu'on appelait dans le passé la réelle politique. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça signifie, ça, la réelle politique, Christelle?
Mais au-delà d'une conception de la politique, quand on vous dit politique, en général, ce que vous imaginez, c'est quoi? C'est des députés, c'est votre maire, c'est des politiciennes, des politiciens qui font des débats, qui votent des lois, etc. Et on essaie d'influencer quoi, l'économie, la culture, la politique sociale, et tout ça sur base de principes et sur base d'idées, c'est-à-dire Mhm. l'égalité, la justice, l'équité, etc. Et ça, c'est une conception de la politique. Comme la vie de la euh, cité, là. Pardon? Comme la vie de la cité, ce qu'on appelle la vie de la cité, Voilà, c'est c'est pas ça. ça. C'est ça. Il y a une conception de la politique qui dit que voilà, ce sont les principes en fait qui gouvernent. Mhm. Et puis il y a une autre conception de la politique qui dit que non, ce sont vraiment ce qui gouverne, c'est les rapports de force, c'est la domination, c'est le contrôle, c'est l'autorité, c'est le conflit, c'est la résolution des conflits par les rapports de force. Un peu la Et là, loi, ce qu'on appelle la loi de la jungle, hein. C'est ça. la loi de la jungle, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Et realpolitik, c'est un mot allemand, hein, c'est politique de la réalité, en fait, Mhm. pour dire que en fait, ce sont des choses aussi Mhm. réelles que Mhm. ça qui, en fait, comptent. Et c'est sûr que, bon, j'entendais un commentateur, un journaliste faire ce commentaire récemment. Jusqu'ici, on avait cru que ce qui influence vraiment les choses dans les relations internationales, ce qui influence vraiment l'avenir de nos pays, c'est, on va dire, l'économie. Voilà. Mhm. Si on a Mhm. si on a l'argent qu'il faut, ou on n'a pas l'argent qu'il faut, ben, c'est ça qui définit Mhm. si la politique va ou pas. Ben, là, on s'est rendu compte, on a pris ça en plein dans la face, que ben, non, pour Mhm. certaines personnes, ce Mhm. qui compte, c'est la domination et le rapport de force. Et Mhm. là, on constate que, ben oui, les rapports de force et l'utilisation de la force est un moyen de résolution des conflits Ouais. et un moyen d'imposer sa volonté. Et l'expression ultime de l'utilisation de la force, ben, c'est la guerre. Ouais. C'est vraiment la réalité qui vient nous frapper en pleine face. Puis c'est Oui, vrai que ça, c'est la différence avec ce qu'on a connu depuis 89, où, dans le fond, ce qui conduisait les relations internationales, c'était davantage l'économie, c'est la négociation des grands traités commerciaux, la consolidation de l'Union européenne. Donc, tandis que là, on retombe vraiment à une politique qui ressemble à ce qu'on avait ben, historiquement jusqu'en oui, 89, c'est-à-dire euh, ça. où il y a vraiment des véritables rapports de force. Je pense aussi pour notre auditoire, c'est important de comprendre comme la différence entre la politique locale, justement, c'est que ce soit politique canadienne ou européenne, on a des institutions, on a des lois, on a un pouvoir qui s'assure que chacun des acteurs vont jouer selon les règles du jeu. Puis des fois, c'est Oui, choquant de réaliser qu'en relation internationale, oui, on a du droit international, oui, on a comme, je sais pas moi, le tribunal pénal international, mais il n'y a pas de véritable entité qui est capable d'appliquer ces règles-là. Je veux dire, les lois valent rien s'il n'y a personne qui est prêt comment dire, à forcer les gens de leur obéir. oui. Puis, ben, c'est pas mal impossible de forcer quelqu'un qui a 10 000 ogives nucléaires à se plier je sais pas moi, une décision de l'ONU ou quoi que ce soit. Donc, on C'est rentre ça, vraiment dans une zone où c'est vraiment la loi de la jungle. C'est vraiment, on a exactement. beau dire, c'est pas gentil d'envahir un pays qui t'a pas Ouais. attaqué, mais dans les faits, les décisions qui sont devant nous sont compliquées, puis on ne peut pas simplement agir par principe. C'est Euh, ça, c'est ça. ouais, Et on en parlera hein, de la puissance nucléaire et ouais. ce que ça représente en fait. Et pourquoi ben, ce conflit, c'est pas un conflit comme les autres en fait. Mhm. Et c'est pas comme ce qu'on a connu par le passé. Euh, bah, tous ceux et toutes celles parmi ceux qui nous écoutent ont entendu les mots démocratie, droits de l'homme, Mhm. liberté et tout ça à la fin de de la guerre froide, pardon, on avait l'impression que le monde entrait dans une phase de son histoire où ce qui allait vraiment compter, c'était ces principes-là. C'est ça. Et en fait, le mot qui synthétise tout ça, c'est le libéralisme, c'est-à-dire Mhm.
vision du monde basée sur le principe de la liberté. Libéralisme culturel, donc on donne aux gens le droit de faire ce qu'ils veulent, au maximum, l'autodétermination de la personne. Le libéralisme économique, c'est-à-dire si j'ai envie de développer des produits, ben, je fonde mon entreprise et puis je vends au prix que le client a envie de vendre, c'est-à-dire un marché libre. Et puis, libéralisme politique, c'est-à-dire que les gens ont le droit de s'exprimer, d'exprimer leur opinion. Il y a un débat et puis ensuite, tout ça est résolu par les chambres du Parlement. Le conflit est traduit en conflit politique. Les guerres sont traduites en conflit social, etc. On manifeste, on ne va pas prendre les armes. Et ces principes-là de la société libérale moderne, c'est ce qu'on appelle la démocratie libérale, on pensait que c'était ça qui allait englober le monde. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre froide, on en avait terminé avec l'époque des grandes guerres. Parce que la guerre, c'est horrible et qu'on veut tous la paix et qu'on ne veut plus jamais retourner là-dedans. Mais on se rend compte que pour pas mal de personnes, l'utilisation de la force reste un moyen de régler ces problèmes. Donc on veut là, dans notre conversation ici, et puis il y en aura d'autres qui vont suivre, creuser vraiment pourquoi est-ce que du côté de Vladimir Poutine, pourquoi est-ce qu'en Russie, ils considèrent que c'est juste en fait de faire la guerre, que c'est justifié, que c'est expliqué. Il y a en fait une sorte de rationalité, il y a des raisons qui pour eux l'expliquent, et pour bien comprendre, il faut s'arrêter et réfléchir. Ouais, puis c'est vrai que c'est dangereux dans une situation comme ça de tomber dans une perspective simpliste, ami-ennemi. Je pense qu'on l'a vu même dans les derniers jours sur les médias sociaux où bon, les gens mettent des drapeaux ukrainiens, c'est bien contre mal, l'Ukraine contre la Russie, Poutine et Hitler. De la même manière, Poutine va dire que les Ukrainiens sont des nazis, puis il va dénazifier le pays. Dans le fond, nous aussi, ce qu'on veut avoir dans les conversations qui vont venir, c'est d'aider les gens à essayer de comprendre l'autre comme un acteur rationnel qui a des intérêts, qui a des craintes, puis qui va agir selon ces présuppositions-là. Maintenant, bon, aujourd'hui, là, on essaie juste de mettre l'après, comme quand on peinture un mur, là, on met la couche de fond avant de discuter de ces questions-là en profondeur. Christelle, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a un conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine, alors que la semaine dernière, on pensait encore que c'était peut-être, je ne sais pas moi, de la manipulation ou comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais tu as raison, c'est essentiel de savoir qu'il y a eu un enchaînement d'événements qui nous ont amenés un petit peu à l'arrêter la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je tiens à dire que ni pour toi ni pour moi, l'idée de justifier la guerre ou quoi que ce soit, mais il faut simplement s'arrêter et regarder froidement ce qui s'est passé. Quand on parle de l'Ukraine, mais il faut réaliser que l'Ukraine en soi est un pays assez jeune. Il existe depuis une trentaine d'années. C'est un pays qui est né de la dissolution, de la séparation de ce qu'on appelait l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc, il y avait depuis la fin de la Première Guerre mondiale, autour de la Première Guerre mondiale, jusque dans les années 90, au tout début des années 90, il y a un empire qui avait énormément d'influence au travers de la planète, donc l'URSS, qui avait une idéologie politique qui était communiste et qui refusait les principes libéraux dont je parlais tout à l'heure, le libéralisme culturel, économique et politique, que ce n'était pas leur valeur, et donc qui s'opposait à ce qu'on a commencé à appeler l'Occident, l'Ouest et l'Est. Et dans ce bloc de l'Est, le pays qui dominait, c'est la Russie, comme on le sait. La Russie a créé un ensemble, un peu comme une fédération, un peu comme les États-Unis, on pourrait imaginer ça, un ensemble, un groupe, un bloc de pays qui étaient tous obéissants à ce qui était décidé en Russie,
donc l'URSS, et l'Ukraine faisait partie de ces républiques socialistes soviétiques. Mais ce qui est particulier avec l'Ukraine, c'est que c'est un pays slave, de culture slave. C'est un pays dont la langue est très proche de la langue russe. Et c'est un pays qui, historiquement, culturellement, est très, très lié à la Russie en soi. C'est comme le berceau de la civilisation russe, là, Kiev, Effectivement, l'Ukraine. Ouais. exactement, exactement. C'est un peu comme, je ne sais pas, on ne pourrait jamais penser que l'Île-de-France n'est pas française, parce qu'elle l'a toujours été. Tu vois. C'est un peu ça dans l'imagination de beaucoup de Russes. L'Ukraine est un pays russe, même si il y a Et il y a une langue un beaucoup de peu régions différente. russophones aussi. Il y a beaucoup de gens qui Oui, parlent exactement. russe et pas seulement ukrainien en Ukraine. Jusqu'aujourd'hui, le russe est une des langues officielles en Russie. Mais ça c'est Donc, important pour nous de comprendre parce que c'est facile ouais, de regarder ça en disant, bon, ben là, on a deux pays souverains, Ukraine, Russie, puis c'est vraiment purement et simplement l'invasion d'une nation souveraine par une autre nation souveraine, ce qui est le cas, ce qui n'est pas faux. Mais c'est aussi, en tout cas de la perspective russe, c'est comme un genre de guerre de réunification, ou en tout cas c'est ouais, justifié comme un peu comme un conflit interne, un peu comme on aurait avec la Chine et Taïwan, qui considèrent que Taïwan n'est ouais. pas vraiment un pays indépendant, mais le restant d'un groupe contre lequel ils ont mené une guerre civile. Donc Ouais. c'est important de comprendre quand même de faire cette distinction-là. Oui, oui, oui. Ou on peut utiliser un autre exemple, hein, faire de l'histoire-fiction. Ouais. On sait bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France était coupée en deux. Il y avait le régime de Vichy qui était aligné politiquement à l'Allemagne nazie, puis il y avait le reste de la France qui ne l'était pas. Eh bien, imaginez que c'est continué comme ça pendant des décennies et qu'à un moment, le pouvoir à Paris dise non, mais ce qui se passe à Nice ou à Toulon ou à Vichy, je ne l'accepte pas. Il est temps de mettre de l'ordre dans cette autre OK, partie de la ben, France. ouais, ou une autre illustration peut-être plus proche de toi, c'est si la France voulait reprendre la partie wallonne de la Belgique, On à peut quelque part. imaginer ça, Ouais, oui, ou la exactement. Belgique voulait conquérir la France, c'est ça, la Belgique Oui, ça, wallonne voulait récupérer c'est encore plus de Paris. la fiction, ça. Tant qu'à faire de la fiction, tu sais. Oui, Donc, oui. il y a cette dimension-là. Donc, l'Ukraine, c'est une république socialiste soviétique. Ça a été même avant l'Union soviétique, l'Ukraine était intégrée à l'Empire russe. Donc, ça n'a pas été un Oui. pays indépendant depuis quand même plusieurs siècles, l'Ukraine, Oui, avant en tant que 91. tel, en tant que tel, l'Ukraine n'a jamais vraiment été un État au sens moderne du terme. Et, et- et Ça s'est dans le vraiment passé. discours, dans le discours de Poutine là, précédant l'invasion, ça, c'était une de ses justifications, hein. Il disait comment, bon, l'Ukraine, c'est pas un vrai pays. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire, ah, ben, Poutine a raison, voilà, mais il faut essayer de Non, comprendre non, la réflexion, la justification. c'est ça. Mhm. L'annexion de la Crimée, par exemple, la Crimée n'a jamais fait historiquement partie de l'Ukraine, mais elle a été ajoutée à l'Ukraine je crois, sous Lénine ou Staline, mais en tout cas au début de l'Union soviétique. Et Ouais, donc, il y a souvent certaines comme ça. régions de l'Ukraine, comme l'ouest de l'Ukraine, où on parle ukrainien, où il y a vraiment une identité nationale forte. Il y a d'autres parties du territoire qui ont été comme rajoutées de manière administrative sous l'Union soviétique. Mais il y a aussi des Russes qui se considèrent ukrainiens, des russophones qui se considèrent ukrainiens, mais avec un attachement particulier à la Russie. Puis aussi, on a aussi une fracture ou une autre ligne de division, ce qu'on a comme une église orthodoxe russe, mais on a aussi beaucoup de catholiques ukrainiens dans l'ouest du pays, Oui, où il oui. y a comme aussi une frontière religieuse dans l'intérieur même du pays. Absolument, absolument. Donc culturellement, entre l'Est et l'Ouest grosso modo, hein, entre Mhm. l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, il y a deux nuances culturelles. Donc imaginez l'Ukraine comme un grand ensemble qui est divisé en deux par une rivière qu'on appelle la Dniepr. Et bien, à l'ouest de la rivière, on est plus proche de la culture européenne. On est plutôt catholique. Mhm. On parle plutôt ukrainien. Je schématise, hein, Ouais, bien sûr. ouais, Et à ouais, ouais. l'est de la rivière, il y a plus de gens qui parlent russe. On est plutôt orthodoxe et on est plus de culture russe. Et ça, en fait, ça s'est manifesté une fois que l'Ukraine est devenue un État indépendant.
elle a dû créer des institutions, etc. Et il y a toujours eu cette tendance entre ce tiraillement entre ces deux tendances. Ouais. Et puis la Russie, à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui a toujours pensé que l'Ukraine faisait partie de son environnement, un peu, très bon exemple, comme la Belgique francophone reste culturellement proche Mhm. de la France, Mhm. ou la Suisse francophone proche de la France. Ou le Ça Canada faisait anglais partie. près des États-Unis. Je veux dire, les deux, on vit dans des Exactement, pays multinationaux. C'est ça. exactement, Mhm. exactement. Mais la vraie question, c'était, bon, comme c'est un seul pays, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à la Mhm. tête de ce pays, on va avoir un gouvernement qui a plutôt une tendance vers l'Occident, ou est-ce qu'à la tête de ce pays, on va avoir un gouvernement qui a plutôt tendance à être proche de la Russie? Et c'est là que se joue le conflit depuis 30 ans qu'existe Mhm. Mhm. l'Ukraine. Il y a une succession de présidents, parfois pro-russes, parfois pro-occidentaux, et chacun de ces présidents, jusqu'à des élections récentes, ont Mhm. été chassés du pouvoir, soit par la population, Mhm. soit par des manœuvres venues d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est une tentative de plus Mhm. de tuer, en fait, quelque part, de mettre fin à la liberté du gouvernement actuel, qui en fait est un gouvernement à tendance pro-européenne, plus Ouais. vers l'ouest. Ouais. C'est ce qu'on appelle les zones liminaires, hein, les espaces qui sont sur des frontières, qui sont entre deux blocs, deux civilisations. Et donc l'Ukraine, c'est ça, c'est vraiment un pays qui semble en équilibre précaire entre l'Europe puis la Russie. La Russie qui, historiquement, hein, on l'oublie des fois, oui, la Russie a de l'air, Moscou, c'est sur une carte du monde, c'est en Europe, mais la Russie a toujours été semi-européen à quelque part aussi comme civilisation. C'est une civilisation qui se considère généralement euh, pas européenne, mais russe, qui a une identité qui est propre, qui se définit comme euh, différemment de l'Occident, même s'il y a eu des périodes aussi d'occidentalisation de la Russie. Donc, c'est un peu ça qui est en train de se passer dans le fond. Aujourd'hui, là, ce conflit-là, c'est le fruit, à quelque part, d'une tentative de l'Occident et de la Russie de s'arracher, d'aller chercher l'Ukraine pour le ramener dans sa zone d'influence, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, évidemment, ce qu'il y a de particulier et qui explique pourquoi ce sont des bombes russes qui tombent sur l'Ukraine et pas des bombes occidentales, Mhm. c'est qu'il y a eu tout un développement dans les affaires internationales où l'OTAN s'est rapproché des frontières russes, et donc l'OTAN, c'est l'influence occidentale, c'est Mhm. l'ancien ennemi américain, etc. Et à l'intérieur de l'Ukraine, il y a eu en 2014 la révolution qu'on a appelée la révolution Euromaïdan, où Mhm. le président de l'Ukraine, à l'époque, a dû s'encourir. Il a fui, le président Yushchenko, euh, et a été remplacé par un président non plus pro-russe, mais plutôt En fait, occidental, c'était qui, Yanukovych on se mêle, hein, je pense, mais moi aussi, c'est Yanukovych qui est parti ou c'est Yushchenko? oui, 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 autant pour moi. Yanukovych, oui, c'est ça. Yanukovych et Un président donc pro-russe, 2014. mais dûment élu, là. Faut le rappeler, Oui, là. oui, Je veux dire, exactement, exactement. à l'intérieur d'une démocratie, peut-être pas en pleine santé, mais je veux dire, un président quand même dûment élu qui a été renversé par une Par un révolution mouvement pro-occidentale. occidental, exactement. Et Mm. c'est pour ça que cette révolution s'appelle révolution Euromaïdan. Mhm. Et donc, le président Yanukovych a été remplacé par un autre président, Porochenko, qui a solidifié l'envie de la majorité des Ukrainiens, manifestement, de se rapprocher de l'Occident. Vous voyez, hein, cette partie Mais quand ouest. tu dis la majorité des Ukrainiens, je dirais quelque part, le président pro-russe avait été dûment élu. Là, il y a une révolution
qui va placer un pro-occidental au pouvoir. Les Russes, eux, vont dire que justement, c'est le contraire. C'est Oui. la volonté du peuple ukrainien, c'était de faire partie de la sphère d'influence russe. Mhm. Et c'est une manipulation occidentale qui a essayé de l'arracher ou de l'amener amener en Europe. En tout cas, à l'université, j'avais étudié il y a longtemps, mais on appelait ça les révolutions de couleur, dans le sens que la révolte d'Euromaïdan en 2014-2015 avait été précédée aussi par ce qu'on appelait la révolution orange en Oui. 2004-2005, où c'est à peu près la même chose qui s'est passé, dans le sens qu'il y avait un président pro-occidental qui avait été élu. C'est le contraire, à quelque part. Un président pro-occidental, Viktor Yushchenko, qui avait justement été défiguré par une tentative d'empoisonnement russe. Donc, finalement, bon, le gouvernement ukrainien pro-russe ne voulait pas reconnaître son élection. Il y a eu une révolte, puis lui a été élu et a régné jusqu'à, je pense, vers 2010, jusqu'à ce que ce soit Yanukovych qui le remplace. Donc, à Oui. quelque part, si on essaie de garder, puis nous, en tant qu'Occidentaux, il faut faire attention d'essayer de garder cette perspective russe-là aussi, plutôt que seulement la nôtre. Euh, Est-ce que, justement, Zelensky, puis le gouvernement ukrainien actuel représentent véritablement comme la volonté populaire ukrainienne, ou est-ce que cette volonté Ah oui, c'est une populaire-là bonne question. est impossible à définir ou elle est vouée à Mais diviser? la raison pour laquelle je me permets de dire que Mhm, c'était la majorité de la population ukrainienne, c'est que la révolution Euromaïdan a été déclenchée parce que le pouvoir à l'époque avait refusé d'entériner un accord d'association avec l'Union européenne, mhm, avec l'Occident, ce qui a frustré beaucoup de gens, la tendance pro-occidentale. Et puis, il y a eu une révolte. Euh, et donc cette révolte a donné lieu à l'accession du président Porochenko, donc le président qui était président avant le président actuel. Mais le président Porochenko est arrivé au pouvoir au moment où vous avez ces républiques à l'Est, ou mhm, ces régions, ces provinces qui ont décidé de faire sécession, qui ont décidé de se rapprocher de la Russie. Et en fait, l'Ukraine a perdu des bastions pro-russes mhm, dans sa propre population. Donc le soutien à la Russie s'est affaibli. De deux, il y a eu une révolution et mhm, les gens ont soutenu les révolutionnaires. Et puis ensuite, il y a eu une sorte de stabilité du pouvoir mhm, pro-occidental, ce qui quelque part et qui s'est matérialisé encore plus dans le fait que le président actuel, Zelensky, est un président pro-occidental mhm, qui a été élu à la régulière, en tout cas c'est ce que les observateurs mhm, de l'OSCE disent. Et donc en fait, ce qui s'est passé entre 2014, cette révolution Euromaidan, et aujourd'hui, c'est que l'Ukraine s'est progressivement rapprochée de l'Occident. Et l'Ukraine a marqué une sorte de mhm. différence culturelle avec la Russie. Donc, à quelque part, si tu prends un Ukraine, mettons en 2010, bon, si tu prends un Ukraine vers 2010 qui est peut-être à cheval entre l'Europe et la Russie, mais que là, tu soustrais la Crimée, qui est une région majoritairement russophone qui a été annexée à la Russie, par la Très Russie, majoritairement russophone, oui. et tu soustrais aussi à ça les deux républiques russes, ben là, ce qui reste de l'Ukraine, dans le fond, est à forte majorité bon, ethniquement ukrainienne et aussi alignée sur l'Europe, à quelque Culturellement, part. oui, Hmm. oui, exactement, Fait exactement. à quelque part en annexant ces territoires-là, la Russie bon, c'est pris des parties de l'Ukraine, puis les a annexés ou semi-annexés, mais de l'autre côté, a fait de ce qui reste de l'Ukraine un gros beaucoup plus aligné, ironiquement, beaucoup plus, ou paradoxalement, beaucoup plus aligné avec l'Europe. Mais c'est ce qui s'est passé ailleurs, hein. Mhm, 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 Une autre ancienne république socialiste soviétique, c'était la Pologne. mhm, Et vous avez plein de pays qui maintenant font partie de l'Union européenne, qui ont
vécu avec les soviets à l'époque, on disait les soviets, qui étaient russes, sous l'influence russe. Ben, les Polonais, ils sont slaves, les Tchèques, ils sont slaves, les Slovaques sont slaves. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, l'expérience de la domination des Russes, en fait, les a éloignés des Russes. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec, sans doute, une des cultures qui était les plus proches de la Russie, avec le Bélarus, hein, la culture biélorusse est aussi très proche de la Russie culturellement. Ben, c'est que les Ukrainiens sont en train de s'éloigner culturellement des Russes. Et ça, c'est en train de créer l'éclatement qu'on est en train de voir. Mais cet éclatement, il est en train d'avoir un impact sur énormément d'autres choses, sur l'économie mondiale, sur le prix du gaz, sur le retour du conflit nucléaire, sur le fait qu'on voit aujourd'hui l'Union européenne, je pense, plus unie que jamais, plus que jamais. Peut-être au lancement du projet européen, il y avait l'unité. Et qui va se concevoir différemment parce que, bon, la question militaire en Union européenne, ça a toujours été une question. Est-ce qu'on se fait une armée de l'Union européenne? Bon, l'Union européenne, c'était d'abord une intégration économique. En tout cas, on repassera à ces questions-là sur justement l'idéologie libérale, mais c'est quand même une nouvelle identité. Le conflit va changer l'identité européenne. Absolument, absolument. Je pense qu'on parlera dans une génération ou deux, on parlera à peu près de l'invasion de l'Ukraine, ben, comme on a parlé des attentats du 11 septembre, et je dirais même comme on parlait de la chute du mur de Berlin. C'est des dates charnières dans l'histoire. On est vraiment en train d'en vivre une. Et c'est aussi une date qui donne, une situation qui donne beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas trop ce que l'avenir réserve. On vit dans un monde qui, de nouveau, est secoué par le danger, par le risque de la destruction, par l'importance des récits qu'on se fait aussi. C'est des choses qu'on s'imagine. C'est-à-dire, mon pays, il joue tel personnage dans telle histoire. Et votre pays, il est tel personnage dans telle histoire. Et on voit tout ça en jeu. Et en fait, on se rend compte que en fait, la politique, ça a vraiment une influence sur notre vie. Et nous, en tant que citoyens, il nous faut avoir un peu les clés pour comprendre ce qui se passe, pour réfléchir à notre comportement, pour savoir aussi comment s'auto-défendre intellectuellement devant tout ce qu'on reçoit. Oui, exactement, parce que c'est ça ce qu'on appelle la cultivation de la vertu. Je pense qu'on va y revenir souvent sur cette chaîne-là, c'est-à-dire la vertu, c'est juste la qualité, l'art d'être humain, d'être un humain complet, accompli. Une des dimensions de la vertu, c'est pas de se laisser manipuler ou embarquer dans les grands mouvements de masse, mais c'est d'être capable de garder sa capacité de réfléchir, de garder son indépendance intellectuelle. Puis les grands conflits emmènent toujours leur lot de mobilisation, de propagande. On l'a vu avec la COVID aussi, hein? On est embarqué presque dans une monoculture, là, une manière on a été influencé, manipulé même, je dirais, de certaines façons. Et là, on veut garder une tête froide et cultiver justement, outiller l'auditoire pour être capable de se faire une idée et de se protéger des influences qui vont voir, hein, je veux dire, il va y avoir une propagande pro-ukrainienne, il va y avoir une propagande pro-russe aussi sur les médias sociaux, et il faut être capable de la discerner. Juste revenir à la question de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, on a parlé un peu de l'arrière-plan historique, mais bon, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'en février, pourquoi est-ce qu'en février 2022, maintenant on est le 1er mars, pourquoi est-ce que là, il y a une guerre? Parce que je veux dire, la semaine dernière, même moi-même, je pensais que, bon, oui, la Russie amassait des troupes près de la frontière, mais c'était fort probablement une tentative de manipulation, de mettre une certaine pression sur le gouvernement ukrainien, mais un bluff à quelque part, hein, quand on parle comme au poker. Là, Poutine faisait semblant d'avoir des meilleures cartes qu'il en avait vraiment. Et c'est pour ça que c'est autant choquant aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en guerre cette semaine, puis on ne l'était pas la semaine dernière? Parce qu'il y a eu une invasion. Ça paraît bête, mais
Mais tu l'as bien dit, hein, c'est quelque chose qu'on pensait euh, impensable parce que la guerre est quelque chose qu'on qu'on cherche à tout prix à éviter. Et guerre et Mhm. Europe, ça ne va pas ensemble, en fait, Mhm. dans la conception des gens. Ça, Mhm. et, alors, il y a deux grandes sources pour nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a la guerre aujourd'hui. Et puis une troisième que je vais mentionner à la fin. La première, bah, c'est les discours de Poutine, Mhm. parce que c'est étonnant, mais en fait, Vladimir Poutine, depuis une quinzaine d'années, ben, il écrit beaucoup. Et Mhm. il fait Ouais. des longs discours publics où il est très, très ouvert sur sa conception des choses. Mhm. Et les gens, moi j'ai pu observer ça. Bon, je ne parle pas russe, hein, mais Mhm. je suis un petit peu l'actualité internationale et je gratte un petit peu pour savoir ce qui se passe dans divers pays, et en particulier un grand pays comme la Russie. Euh, à la télé russe, c'est un des grands événements de l'année, en fait. C'est Mhm. les longs Mhm. discours de Vladimir Poutine. Et donc, il Mhm. va sur un plateau de télévision avec un public de plusieurs centaines de personnes. Et il est interviewé par des journalistes. Et ce n'est pas comme les interviews de présidents qu'on connaît en Occident. Non, on lui permet de dérouler son opinion parce que c'est le leader du peuple Mhm. et qu'il a été élu après tout et qu'il a un soutien dans la population. Et en fait, Vladimir Poutine explique sa vision du monde, sa vision de l'histoire, sa vision des rapports de force, ce qui est vital et important pour la Russie. Et quand on observe ça, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas les mêmes échelles de valeur Mhm. que, que ce qu'on pourrait se dire en Occident. Mhm. Et là, on se rapproche du troisième point que je mentionnerai, c'est-à-dire qu'il y a des choses Attends, mais avec lesquelles... le premier point, c'est le discours de Poutine ou Donc, qu'est-ce que lui dit même? la La première première source, source, c'est ça. qu'est-ce que lui... Je garde mon troisième point pour la fin, c'est la surprise. Mais on se rend bien compte que il y a des choses dont on ne parle pas souvent. Si je te dis, c'est quoi, Jean-Christophe, c'est quoi ton système de valeurs? Ouais, ouais, Enfin, je ne sais même pas si les gens sont capables de répondre ouais. à cette question-là. Mais on se rend compte que quand on n'a pas les mêmes systèmes de valeurs, ben, parfois on a des angles morts. On n'arrive pas à voir ce que l'autre pense, ce que l'autre valorise et comment l'autre fonctionne. Mhm. Euh, Quand on écoute Et nous, ce on genre a de... projeté peut-être notre système de valeurs sur, je veux dire, en tant Exactement, qu'Occidentaux, sur Poutine. On dit, oui, il parle de exactement. civilisation, il parle de l'honneur national russe, il parle d'intégrer, de se relever de l'humiliation de la dissolution de l'Union soviétique, mais quand même, euh, la Russie est dans un rapport commercial avec l'Europe. Un conflit, ça aurait un coût économique important. Puis comme nous, dans nos sociétés, on sait que finalement, bon, la valeur ultime, c'est la prospérité économique. Ouais, Bon, il peut parler comme ça, mais c'est juste une manière comment dire, d'exciter les électeurs, mais on sait bien qu'au final, c'est l'argent qui mène le monde, et comme ça serait un suicide économique de faire ce genre de geste, ça n'arrivera jamais. Et là, tout d'un coup, on se exactement. rend compte que, ah ben attends, ce que Poutine disait depuis 15 ans, c'était pas nécessairement de la manipulation politique, Non, c'était il disait ce qu'il peut-être, pensait. il disait ce Effectivement. qu'il pensait. Puis pour Ouais, lui, ouais, ouais. l'argent, c'est de dire, bah oui, OK, vous pouvez, je veux dire, les conséquences économiques aujourd'hui déjà sur la Russie sont sévères, mais au final, même si le rouble ne vaut plus rien, le blé continue de pousser, le pétrole, le gaz continue de sortir de la terre, puis la Russie va être capable de fonctionner de manière semi-autarcique. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc voilà, nous, on pense que l'économie régit tout, que l'importance des valeurs démocratiques ou du fait d'être bien vu, ça supplante tout. Ben non, il y a des gens pour qui ben, l'honneur, la tradition, l'espace culturel, la patrie, la nationalité, tout ça, Ou une conception de l'histoire aussi à l'histoire. très long terme, c'est ça. Oui. Oui, Mm. exactement, exactement. Et ça compte aussi quand on regarde ce qui se passe pour d'autres acteurs en arrière-plan de ce Mhm. conflit. Quand on pense à la Chine, quand on pense aux États-Unis, en fait, ce sont des logiques qui sont différentes. Et Ouais, ça, ouais, il ouais, faut ouais. Ouais. apprendre, réapprendre Mm. à voir cette dimension des choses.
Ouais. Et tu me demandais pourquoi il y a la guerre. Il y a aussi des raisons, enfin des explications, on va dire, euh, qui relèvent un petit peu des relations internationales, de la Fait que ça, c'est politique ton deuxième internationale. point, ça, c'est ça? Et c'est ma deuxième, Deuxième source de deuxième source compréhension. pour expliquer le Ouais. conflit. Oui, voilà, c'est le fait que l'OTAN existe, le fait que l'Union Mhm. européenne existe, le fait qu'il y ait un accord de partenariat entre l'Ukraine et l'Union européenne, le fait qu'il y ait des provinces séparatistes, le fait que en fait, la Russie n'est jamais véritablement sortie de la logique de la guerre froide, C'est ça. le fait que l'OTAN est dominée par les États-Unis, tout ça aide à comprendre Mhm. qu'il y a un rapport de force qui n'a jamais vraiment cessé au sortir de la C'est Deuxième ça. Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a laissé des restes, en fait. Et c'est un peu ces restes qui nous explosent dans la face C'est ça, c'est et ça. malheureusement qui causent ouais, des décès à ce jour plusieurs centaines d'Ukrainiens et de Parce que soldats russes. c'est ce qu'on appelle la réémergence de la réelle politique, c'est-à-dire que, bon, sans tomber en détail là-dedans, on va en reparler de la théorie des relations internationales, mais il y a cette idée-là que les nations, les États sont des acteurs rationnels qui ont des valeurs, qui ont des intérêts, puis la Russie a fait un calcul à quelque part, un Oui, calcul qu'on ne pensait pas qu'il arriverait à la même conclusion que si l'Occident avait fait le calcul. Mais c'est un calcul devant ce que la Russie va souvent dire, ce que Poutine va dire, c'est qu'ils se sentent vulnérables par rapport à l'expansion de l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, c'est un peu ce qui reste des alliés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bien que les alliés et l'Union soviétique, ils étaient alliés ensemble. C'est le pôle occidental pendant la guerre froide. Donc, on se dit, bon, ben, à la fin, à la chute de l'Union soviétique, ben, pourquoi est-ce qu'il reste un OTAN? Même Poutine a admis dernièrement avoir demandé à Bill Clinton en 2000 à ce que la Russie joigne l'OTAN. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, c'est pas confirmé. mm, Mais il y a cette idée-là, bon, au lendemain, à la chute de l'Union soviétique, ben, on ne devrait pas nécessairement garder cette alliance qui a été constituée pour s'opposer à la Russie envers l'Union ouais, soviétique. Mais là, non seulement les pays de l'Est que tu as mentionnés, la Pologne, la Slovénie, ont été ajoutés à l'OTAN, mais des anciennes républiques soviétiques comme l'Estonie, la ouais, Lituanie, la Lettonie. Et donc, l'OTAN a des alliés ou des bases sur la frontière russe. Puis on en parle, on va en parler souvent, mais il faut comprendre la question de l'article 5 de l'OTAN. L'OTAN, c'est un traité de défense mutuelle. Et l'article 5 dit que si un allié est attaqué, ben, tous les alliés sont en guerre contre la personne qui l'attaque. Et c'est ça c'est ça. qui est dangereux en ce moment. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ne faisait pas partie de l'OTAN, bien que laissait jouer un peu cette idée-là de dire, ben, nous, on veut se joindre à l'OTAN. Ouais, Et là, ça aurait été peut-être considéré comme quelque chose de dangereux par rapport à la Russie. Mais qu'est-ce qui est très préoccupant en ce moment, c'est qu'on a, par exemple, la Pologne qui envoie des armes en Ukraine. Il y a tout le temps le risque d'un débordement, que la ouais. Russie se dise, ben attends, là, ces armes-là nous empêchent de progresser dans notre campagne. Donc, on va bombarder des convois polonais. Bon, bombarder un convoi polonais en Ukraine, c'est pas nécessairement une attaque contre un pays allié, mais si on bombarde des entrepôts en Pologne ou des choses comme ça, ben là, tout d'un coup, les C'est une attaque États-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada, on se retrouve en guerre contre une puissance contre la nucléaire. Russie. Et Ouais, là, l'issue de ça est très préoccupante. absolument, pour dire le moins, ouais, Ouais. ouais. Préoccupante, ouais. Donc, c'est pour ça aussi que le Non, conflit en Ukraine, c'est pas la même chose que le conflit en Syrie ou le conflit en non, Libye. C'est qu'il y a un risque de débordement réel. ouais, 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 absolument, absolument. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'en viens aussi à ce troisième point, parce que Mhm. donc j'ai mentionné comme première source pour comprendre pourquoi c'est la guerre, c'est la pensée de Vladimir Poutine, sa vision du monde.
sa stratégie. La deuxième source, c'est les relations internationales. Et la troisième source, en fait, c'est la dimension, en fait, symbolique des Mhm. choses. Mhm. Le fait que l'histoire, la conception de la morale, la conception du bien et du mal, la conception de ce que c'est une guerre juste, Mhm. notre façon de mettre en récit la réalité, c'est-à-dire donner une histoire, une narration de la réalité, et on n'a pas tous les mêmes récits. Tout ça, en fait, explique pourquoi il y a des Mhm. divergences. Et puis, ça nous aide aussi à comprendre le moment dans lequel on est en train de vivre. Et, Ouais. euh, et- Ouais. et on peut C'est une comprendre. partie, je pense, importante de la chaîne aussi, où ce que, bon, Ouais, on recherche la vertu, c'est quoi être un être humain complet, mais dans nos cultures, on a évacué la question spirituelle, la question c'est de la ça. foi, la question de la question symbolique. Et ça, on prétend que c'est une des clés super importantes pour comprendre ce qui est en train de se passer, mais qui est presque complètement ignorée par les médias et les politologues. Donc, comment est-ce que cette dimension spirituelle, est-ce que c'est une guerre spirituelle, la guerre entre l'Ukraine puis la Russie? Ou Et comment est-ce si on qu'on est part du informé par principe, ça? ouais, si on part du principe que le symbolique fait partie de la réalité, que la réalité spirituelle fait partie de la réalité, ben oui, Mhm. il y a une dimension spirituelle à ce conflit, et c'est important de s'arrêter pour se poser les questions qui nous permettent un petit peu de creuser tout ça. Il y a plusieurs outils qui nous aident à le faire. Ben, la philosophie, ça aide, la sociologie, ça aide, la théologie, je pense, aide aussi. Mhm. Je pense qu'il y a un héritage. Bon, les gens qui nous écoutent le savent probablement, hein, mais on est persuadé du fait que, ben, l'héritage de la conception chrétienne du monde, de la vision biblique du monde, en fait, nous aide véritablement à comprendre à la fois l'actualité, mais aussi à dire, à identifier ce qui motive certains acteurs. Mhm. Parce que la religion et la spiritualité, la symbolique, fait partie de la conception du monde de Vladimir Poutine et de beaucoup de puissants en Russie. C'est assez clair, assez explicite, et on pourra revenir dessus prochainement dans d'autres épisodes. Mais la conception religieuse, spirituelle et symbolique du monde aide aussi à comprendre beaucoup des positionnements en Occident. Mhm. Et ce qui est Mhm. particulier en Occident, c'est qu'on est peut-être le seul espace civilisationnel où on nie cette réalité. Ouais, C'est-à-dire, ouais. on ne la rend pas explicite, et donc elle reste implicite. Ouais, ouais, Et ouais. ça, c'est On quelque dit que chose la aussi. religion n'a rien à voir là-dedans, mais on va le voir là, dans les conversations qu'on va avoir. Je veux dire, juste la pensée de la guerre juste définie par Saint-Augustin ou par des théologiens chrétiens, et derrière, toute la justification pour ou contre une intervention dans ce conflit-là. Donc, à quelque part, c'est cet aveuglement volontaire de la civilisation occidentale sur sa source spirituelle chrétienne, quelque part, qui, qui, je pense, qui empêche beaucoup d'analystes, beaucoup de monde de voir une dimension vraiment fondamentale à ce conflit, à ce qui est en train de se Oui, passer. absolument. Mm. Absolument. Si vous vous dites, je trouve que c'est horrible cette guerre et qu'il ne devrait pas y avoir de guerre, et d'ailleurs cette guerre n'est pas justifiée, en fait, en disant ça, vous invoquez des principes Mhm. qui ont été façonnés dans une pensée chrétienne, en fait, Mhm. influencée par des auteurs qui se sont référés à la Bible. Alors, peut-être que vous, personnellement, ça fait pas partie de Mhm. votre conception du monde, mais ce sont des valeurs qui sont descendues de là, et c'est important de réinterroger ces valeurs pour voir pourquoi est-ce qu'elles Mhm. sont importantes Mhm. et Mhm. pourquoi est-ce qu'il y a des conflits aujourd'hui. Donc, les 7 clés, on veut lancer une série, une petite série, 7 clés pour comprendre le conflit. Donc, on a déjà mentionné les grands thèmes dans cette conversation-là, mais on veut parler donc des acteurs, donc c'est-à-dire la Russie, l'Europe, vraiment faire un petit tour d'horizon géopolitique. On veut parler de la question des armes,
puis en particulier de la dimension nucléaire. Pour beaucoup de gens, ça fait partie d'un passé lointain, cette idée-là de la menace d'un échange nucléaire qui fait partie quand même des calculs de risque par rapport à ce conflit. On va parler de la question des réfugiés. On s'attend à avoir peut-être 2 millions de réfugiés en Europe dans les prochains mois. Comment est-ce qu'on conçoit ça? Les différents scénarios d'avenir, je veux dire, à quelque part, au fur et à mesure que la guerre avance, ben, il y a des pistes de sortie qui deviennent plus ou moins probables. Donc, comment est-ce qu'on va sortir de ce conflit? Les grands principes pour bien comprendre, on a parlé du libéralisme, on a parlé de la réelle politique, on va parler aussi de la question du traditionnalisme ou de l'eurasianisme qui vient plutôt de penseurs russes comme Alexandre Dugin. Puis la question des grands récits, la question des récits, la question spirituelle, comment est-ce que les nations se voient dans cette guerre-là, dans ce jeu-là. Puis enfin, de propagande. On pense que, surtout à l'ère des médias sociaux, nous, on ne reçoit pas encore d'argent de la Russie ou de l'Ukraine pour ce conflit-là. On espère déplaire à tout le monde. Mais déjà, on voit dans les derniers jours à quel point il y a des tactiques de propagande. On voit plein de comptes qui viennent d'être créés sur Twitter, qui ont de l'air américain ou français, puis qui se positionnent pour ou contre un des acteurs du conflit. Donc, on va être manipulé sur les médias sociaux par rapport à ce conflit-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour un petit cours d'autodéfense intellectuelle aussi là, par rapport à ce qui va venir? Donc, Christelle, je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. C'est toujours le fun Un d'avoir plaisir. ces échanges transatlantiques Absolument. ensemble. Puis donc, Transatlantique, je vais te souhaiter une bonne après-midi, parce que moi, ben oui, le c'est vrai, il soir fait va... noir chez vous. Hein? Moi, je m'en vais dîner là, bientôt. Dîner, mais pour vous, c'est le déjeuner. Là. En tout cas, bon, En on Belgique, le n'embarque pas dîner, là-dedans. c'est midi aussi. Ah ouais, bon, OK, C'est- vous parlez un bon français, bon, c'est bon. Donc, écoutez, dans les prochains jours, il va y avoir d'autres épisodes. On vous invite à nous suivre, à partager. Puis, c'est le lancement d'une nouvelle chaîne qui est en train de prendre forme. On n'a pas encore de nom, mais c'est vraiment cette idée-là de la recherche de la vertu, la recherche de la pleine humanité, c'est-à-dire une humanité qui intègre notre dimension spirituelle. Donc, comme on dit en anglais, stay tuned, restez à l'écoute, puis au plaisir d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la page, puis on veut rentrer en dialogue avec vous aussi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine.